Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission des Rendez-vous de l'Institut Georges Pompidou. Il y a quelques semaines, vous avez pu consulter en ligne notre dernière émission sur Georges Pompidou et l'environnement, où intervenaient notamment Bettina Laville, Renaud Bécaud et Jean-François Saglio. Et aujourd'hui, nous avons une émission consacrée au volet social de l'action de Georges Pompidou, en particulier deux mesures phares dont on célébrait en 2020 le 50e anniversaire, à savoir le SMIC et la mensualisation. Alors, cette émission reprend deux sujets donc, que nous devions traiter en 2020, mais que la pandémie nous a contraints de reporter. À l'époque, nous devions réaliser un petit colloque donc, à France Stratégie. Alors, pour en parler aujourd'hui, nous accueillons deux témoins et deux spécialistes. Alors, tout d'abord, Raymond Soubi, ancien conseiller de Joseph Fontanet et conseiller de plusieurs premiers ministres et présidents de la République, qui va pouvoir éclairer toute cette négociation, ce processus qui a abouti à cette réforme sur la mensualisation et le SMIC. Monsieur François Lavondès, ancien élève de l'ENA, auditeur au Conseil d'État, en 1965 commissaire du gouvernement près les formations de jugement, en 1967 nommé maître des requêtes et en 1969 appelé comme conseiller technique chargé des affaires sociales au secrétariat général de la présidence de la République, donc jusqu'à la fin du mandat écourté de Georges Pompidou et qui a laissé un témoignage oral aux archives de l'Institut Georges Pompidou. Alors, monsieur Christian de Boissieu, vous êtes membre du conseil scientifique de l'Institut Georges Pompidou, donc vous suivez nos activités. Vous êtes professeur émérite d'économie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes vice-président du Cercle des économistes. Et enfin, votre collègue de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Frédéric Tristram, également membre du conseil scientifique de l'Institut Georges Pompidou, qui est maître de conférence HDR en histoire économique et que nous avons le plaisir également de retrouver ici pour cet échange. Alors d'emblée, je pense que pour essayer un petit peu de donner une direction à l'échange que vous allez avoir sur ces deux sujets, on pourrait peut-être, si vous en êtes d'accord, dégager un fil directeur qui serait en quoi ces deux mesures phares ont constitué deux éléments importants de la politique sociale de Georges Pompidou. Et pour commencer, je pense que revenir sur le contexte socio-économique pour nos auditeurs, ceux qui vont consulter donc cette émission, contexte socio-économique des années 68, pour situer un petit peu l'initiative de Georges Pompidou sur le SMIC et la mensualisation. Donc je vous laisserai la parole, monsieur de Boissieu, pour un petit peu je dirais, cadrer les choses. Merci d'abord et bonjour à tous. Au fond, entre 68 et 73, il y a la période qui nous concerne directement. Et mon interprétation, c'est que c'est une période entre deux chocs. Vous avez le choc de 1968, qui du point de vue économique et social a été en partie géré par ou grâce à la dévaluation réussie d'août 1969. Là, on a eu vraiment, sous la présidence Pompidou, j'allais dire une des dévaluations réussies. D'évaluation à froid, puisqu'on l'attendait en novembre 1968, cet ajustement de taux de change du franc français, et que, à juste titre, sous l'impulsion de Jean-Marcel Jeannet et Raymond Barre, les responsables de l'époque ont refusé cette dévaluation pour la faire à froid sous Pompidou. Donc ça a été le choc, disons, post-68, et puis 73, fin 73, deuxième choc macroéconomique majeur, le premier choc pétrolier. Et entre les deux, vous avez cette période qui donne l'impression d'être une sorte de période de transition entre deux chocs. Je suis toujours un peu méfiant devant la notion de période de transition, parce qu'on a toujours tendance à penser qu'au moment où on vit une période de transition, par définition. Oui. Mais c'est quand même, quand je dis transition, c'est entre ces deux chocs macroéconomiques, l'un plus français, même si 68 a été un événement international, et l'autre, plus mondial par définition, ou totalement mondial, le choc pétrolier. Alors, ça s'est traduit comment sur le plan, j'allais dire, économique et social? La croissance est là,
Et au fond, même, on est encore, si vous voulez, dans les 30 Glorieuses. C'est d'une certaine façon le début de la fin des 30 Glorieuses. Mais il y a des signes avant-coureurs, bien avant même le premier choc pétrolier. Il y a des signes de montée du chômage en France et d'accélération de l'inflation. Je ne vais pas vous noyer sous les chiffres. En 1970, le taux d'inflation en France, tel que mesuré par l'INSEE, était de 5%. Alors, en 1974, après le premier choc, on est à 14%. Mais 5%, il y avait déjà une dérive des prix qui était due, à mon sens, au contexte international et à la dévaluation elle-même. Je dis la dévaluation a été réussie, mais dévaluation, ça veut dire toujours augmentation du coût des importations. Et donc, ça, c'est difficile à éviter. Et puis, vous avez une montée du chômage. Alors, aujourd'hui, rétrospectivement, ce qu'on appelait à l'époque montée du chômage, ça nous fait un peu, non pas sourire, mais ça nous fait prendre les choses avec un peu de recul, parce que quand je dis montée du chômage, au début des années 70, le taux de chômage en France était entre 2,5 et 3%. Alors certes, comparaison n'est pas raison, et c'est difficile de comparer ça avec notre taux de chômage d'aujourd'hui qui est légèrement supérieur à 7%, mais je termine là-dessus en disant qu'on était clairement dans... si vous regardez la dynamique, je crois qu'il faut regarder la dynamique économique et sociale, accélération de l'inflation, montée du chômage. Je termine en disant quelque chose qui me paraît important pour le débat, moi en tout cas en tant qu'économiste, c'est que quand on interprète les conséquences de la mensualisation, il faut vraiment distinguer deux choses dans le débat. Il y a la base de référence du paiement des salariés, en particulier des ouvriers. Bon, et puis il y a la fréquence de versement des salaires. Avant la mensualisation, on pouvait très bien être payé sur une base horaire, tous les 15 jours, ou même tous les mois. Il y avait, quand vous regardez les statistiques, il y avait donc, il y a ce divorce qui a pu exister entre la base du salaire et la fréquence des règlements. C'est très important, j'y reviendrai tout à l'heure si j'ai le temps, parce que ça a des conséquences monétaires aussi, ce que je suis en train de dire. Ce qui a des conséquences monétaires, c'est la fréquence des règlements. Bon, avec la mensualisation, les deux convergent d'une certaine façon, puisque avec la mensualisation, février, c'est la même chose que janvier, c'est la base mensuelle, et ça devient, et on est sur une base mensuelle de règlement. Voilà, je voulais faire cette différence qui me paraît, pour moi, en tant qu'économiste, importante dans le débat. D'accord. Et Frédéric Tristram, en tant qu'historien, l'entrée de ce débat sur le SMIC et la mensualisation comme réforme, peut-être vous pourriez revenir un petit peu sur l'évolution du SMIC, déjà, son origine, et voir un petit peu comment ça s'insère dans les évolutions structurelles décrites par Christian de Boissieu, en amont. On part en effet d'un dispositif qui existe, qui est le SMIG, qui a été créé en 1950 par une loi qui est d'ailleurs, on l'a un peu oublié, mais une loi de libéralisation des salaires. Et donc, quand on sort de l'économie de guerre, on libéralise les salaires et on va instituer à cette occasion un salaire minimum qui est indexé globalement qui est indexé sur l'inflation, avec des différences, des abattements régionaux, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est ça. Alors, dans un premier temps, ce SMIG va être relativement dynamique, à peu près jusqu'au milieu des années 1950. Et puis ensuite, on constate qu'il évolue moins vite que la croissance, nettement moins vite que la croissance, et même moins vite que le salaire moyen. Donc il y a un retard qui s'est accumulé, alors qui, dans les années 1960, n'est pas très grave, mais après les événements de 1968, et une augmentation de 35% de ce SMIG, on se retrouve avec une masse de salariés modestes qui sont au SMIG. Il y avait à peu près 200 000 salariés au SMIG avant les événements de 1968, et ils sont à 1 600 000 après. Donc là aussi, ça pose une question. Et puis, mon éminent collègue Christian l'a rappelé, on rentre dans une période de déséquilibre en réalité, même si on n'en a pas encore totalement conscience. Déséquilibre monétaire interne, mais aussi externe, hein, avec ce qu'on va appeler le Nixon Shock en 1970. 71, 15 août 71. Une relance de l'inflation,
une relance du chômage également. Bon, ça reste très modeste avec ce que l'on vit aujourd'hui, mais 1967, c'est la création de la NPE. Et les contemporains n'en ont peut-être pas la conscience exacte parce que la croissance reste forte et elle n'a jamais été aussi forte que dans les dernières années. Il y a quelque chose qui ressort du piège, c'est-à-dire que la croissance n'a jamais été aussi rapide qu'avant de marquer le pas avec le choc pétrolier de 1973. Elle s'accélère sous le mandat de Georges Pompidou. D'accord. Et alors, du coup, je voudrais revenir avec Raymond Souby et François Lavondès, d'une part à Matignon et à l'Élysée. Comment vous pourriez décrire le processus par lequel Georges Pompidou se saisit ou analyse un peu la situation et comment il décide d'enclencher en fait le processus vers cette mensualisation et cette réforme du SMIC pour un SMIC en fait. Donc peut-être... Il s'agit d'un engagement électoral. Il s'agit d'un engagement électoral pris au mois de juin et au cours duquel M. Pompidou a un entretien avec un syndicaliste. J'attire quand même l'attention sur le fait qu'il est rare qu'un candidat président consacre une bonne partie du temps de parole officiel qui lui est alloué pour s'entretenir avec un syndicaliste. Ce syndicaliste, c'est Georges Levard. Georges Levard est un ancien président de la CFTC et, pour autant que je sache, c'est, selon toute vraisemblance, lui qui a suggéré à M. Pompidou l'idée de la mensualisation et attirer son attention sur l'importance de ce que serait une réforme de la mensualisation. Il parle de SMIC aussi, mais pour le SMIC, la situation est toute différente. La situation, elle est parfaitement claire. Quand on a un système SMIG qui aboutit à ce qu'on est obligé un beau jour de consentir une augmentation de 35%, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que donc l'indexation du SMIG sur le coût de la vie, comme dit M. Pompidou, j'attire l'attention sur le vocabulaire. M. Pompidou, il ne dit pas sur l'indice des prix, il dit sur le coût de la vie. Vous voyez, il y a toute une tout un échelon de vocabulaire entre les techniciens qui parlent de l'indice des prix, M. Pompidou qui parle du coût de la vie, et M. Marché qui, lui, parle de la vie chère. Donc l'idée pour le SMIC, c'est tout à fait simple, c'est quasi arithmétique. On a augmenté le SMIC de 35%, on ne peut pas rejouer un coup pareil et il faut absolument modifier les règles. Modifier les règles, ça veut dire qu'au lieu d'une indexation sur le coût de la vie, il faut avoir une indexation sur l'évolution des salaires. La mensualisation, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que quand on parle de SMIC, lorsque on est les instances de l'État, on est sur un terrain que l'on connaît bien. Le SMIC, le SMIG, si on veut changer le SMIC, il faut une loi. Pour M. Pompidou, ce n'est pas vraiment une question, c'est simple, il a confiance en M. Fontanet. C'est M. Fontanet qui préparera cette loi. Tout le monde est d'accord pour une indexation sur les salaires, donc là-dessus, pas de problème. Pour la mensualisation, c'est plus difficile. D'abord parce que ça ne dépend pas vraiment de l'État. C'est une affaire de négociation entre employeurs et salariés. Et alors, on va entrer dans une période qui finalement est assez courte, pendant laquelle on commence par se demander ce que recouvre exactement la mensualisation. Et sur la suggestion de Matignon, il me semble que c'est de Matignon que l'idée est partie, on demande à quelques personnalités,
le seul nom que j'ai en mémoire, c'est celui de M. Forestier, de dire en quoi ça consiste, la mensualisation. Et puis, après cela, on se pose une première question. Comment est-ce qu'on va lancer cette affaire? Est-ce qu'il faut la lancer par une déclaration gouvernementale? Est-ce qu'il faut prévoir des accords, un accord au niveau national ou pas? Et finalement, la solution que l'on adopte, c'est d'une recommandation faite par le Premier ministre et de négociations au niveau des branches. Moi, ce qui m'a frappé dans l'affaire de la mensualisation, c'est qu'elle a été, somme toute, très rondement menée, en ce sens que, en un an, on a obtenu un résultat important. En un an, les chiffres dont je me souviens, c'est 700 000 mensualisés en 69 et 4,5 millions en décembre 70. Ce qui montre quand même que les choses ont été très vite. Alors si vous le souhaitez, on reprendra par la suite un peu plus dans le détail, oui. Mais pour nous, l'affaire SMIC, c'était une affaire tranquille, elle était entre les mains de M. Pompidou, en qui on avait confiance, c'était un processus législatif habituel. L'affaire de la mensualisation, c'était à nos yeux plus délicat, parce qu'au fond, ça ne dépendait pas de l'État, ça dépendait de négociations, mais que, somme toute, les choses se sont bien enclenchées au niveau des branches, les négociations ont eu lieu, et dès un an après, on avait déjà des résultats substantiels. Bien sûr, la mensualisation, ça s'est poursuivi ensuite plus longtemps, mais dès 68, on savait que c'était quelque chose qui fonctionnait. Oui, justement, alors Monsieur Soubi, l'éclairage Matignon, je dirais, sur la préparation de ces... Ministère du Travail, quand je disais Matignon, gouvernemental, etc. Ça, on revient aussi d'une certaine façon sur le couple, entre guillemets, ou en tout cas les relations entre Matignon et l'Élysée à cette époque. Qu'est-ce qu'on peut dire dans la préparation de cette loi, éventuellement dans le... Je ne sais pas si vous pouvez apporter un éclairage sur Monsieur Jacques Chaban-Delmas, ses attentions, sa vision des choses avec Jacques Delors. Est-ce que les choses se sont faites en complémentarité? Est-ce que le projet de nouvelle société de Jacques Delors éclairait aussi la politique sociale, en fait, de l'époque, de l'exécutif, et comment vous êtes approprié, les équipes se sont appropriées ces impulsions pompidoliennes? D'abord sur les équipes. Oui. Alors, je vais commencer par le ministre du Travail, Joseph Fontanet. Ce qu'il faut savoir, c'est que Joseph Fontanet avait soutenu la candidature de Georges Pompidou à l'élection présidentielle. Il était l'un des centristes. D'autres centristes avaient pris une position contraire à l'avoir soutenu. Et il a été l'un des 3 membres centristes du gouvernement avec Jacques Duhamel et René Pleven. Bien. Donc, il était un allié important pour Georges Pompidou parce que c'était en quelque sorte son aile centriste. Et c'est la raison pour laquelle Georges Pompidou, c'est l'une des raisons pour laquelle Georges Pompidou a, je crois, toujours eu beaucoup d'estime et de confiance. Et de confiance en lui. Il y a d'ailleurs un document que l'on peut retrouver, qui est postérieur, c'est qu'après avoir été ministre du Travail, Joseph Fontanet a été nommé ministre de l'Éducation nationale. Or, pour Georges Pompidou, l'éducation nationale, ce n'était pas rien. C'était presque son domaine réservé et un domaine sacré. Et il y a une lettre qui existe de Georges Pompidou à M. Pujol, qui était un de ses très très vieux amis, appartenant à l'éducation nationale, qui lui dit, je dis en substance, « Mon vieux, je t'annonce une très bonne nouvelle, j'ai nommé Joseph Fontanet à l'éducation nationale, c'est un type bien, un type qui m'est fidèle, un type qui écoute. » Voilà. Donc il y avait dès le départ une confiance, je peux le dire, de Georges Pompidou à l'égard de Joseph Fontanet et un respect profond de Joseph Fontanet à l'égard de Georges Pompidou. Ça, c'est le côté, j'allais dire, élyséen. Moi, je confirme tout à fait, vu de l'Élysée, il était clair que M. Pompidou avait grande confiance en M. Fontanet. Il avait une très grande confiance en lui. Joseph Fontanet en avait conscience. Joseph Fontanet était un homme de
conscience aussi. Et par conséquent, il était très attaché à faire son devoir et ce qu'on attendait de lui. Joseph Fontanet était un homme de devoir. Alors du côté matignonien, si j'ose dire, il y avait deux personnes qui étaient naturellement dans un rang hiérarchique très différent. Il y avait le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas et il y avait son conseiller spécial aux affaires sociales, un certain Jacques Delors. Bon. Jacques Delors a participé très activement à la petite équipe qui a écrit le discours sur la nouvelle société. La plume était Yves Cadac, ont participé à cette rédaction, naturellement Jacques Delors, Simon Nora, Gérard Worms, tout ce qui était l'équipe rapprochée de Jacques Chaban-Delmas. Et alors, ce qui frappait, lorsqu'on était un conseiller comme moi, avec un peu de recul, c'est que la position du président de la République était celle d'un homme pragmatique. Il se méfiait des grands concepts, et notamment du concept de société. D'ailleurs, il disait lui-même qu'il préférait au concept de société le concept de nation. Et il préférait les gens et les besoins des gens aux grandes réformes qui étaient intellectuellement brillantes. C'est la raison pour laquelle, indépendamment sur les formes qu'il n'avait pas appréciées, pour laquelle il a toujours eu des distances à l'égard d'un discours sur la nouvelle société. C'est la nouvelle société, le concept même de nouvelle société qui l'irritait. Alors que des mesures concrètes, et on a parlé des mensualisations et du SMIC, ça c'était son affaire, car c'était l'amélioration du sort des gens. Et dans la réforme, en fait, Joseph Fontanet a suivi exactement ce que vient de dire François Lavondès, c'est-à-dire sur les désirs qu'avait Georges Pompidou, et tout en ayant de bons rapports avec Matignon. Pas tant avec le Premier ministre, avec qui d'ailleurs il n'avait pas de mauvais rapports, mais avec Jacques Delors, qui était un élément central en termes de source intellectuelle de la politique sociale. Là, il y a un point aussi que je voulais dire, c'est que lorsque de nos jours on dit réforme sociale, ce sont des réformes négatives, enfin négatives pour les gens. Prenez l'exemple célèbre de la réforme des retraites, on dit « oulouloulouloulouloulou, ça ne va pas, ça ne va pas ». Et beaucoup de réformes, depuis des années, sont en fait des réformes qui suscitent de l'agitation parce qu'elles sont négatives. Les deux réformes dont nous parlons étaient des réformes positives, ce qui change complètement et les réactions sociales et l'attitude de la classe politique. Donc je ne dirais pas que c'était des réformes faciles, mais moi qui en ai connu beaucoup d'autres sous d'autres princes, si, honnêtement, c'était facile. C'était facile parce que la mensualisation, tout le monde était d'accord. François Sérac, il y avait quelques éléments du patronat qui n'étaient pas d'accord, comme toujours, mais François Sérac était tout à fait partisan. Et d'ailleurs, la MEDEF a joué, ce qui était le CNPF à l'époque, a joué un grand rôle là-dessus. Et la réforme du SMIC paraissait totalement naturelle après les 35% de hausse qu'il y avait eu en mai 68. Évitons-nous ça à l'avenir et essayons de capter une part de la croissance dans la fixation du SMIC. Donc c'était des réformes concrètes qui parlaient aux gens, qui avaient un effet positif et immédiat sur leurs conditions, beaucoup plus que des réformes intellectuelles et de société. Alors oui, M. Boissieu, vous vouliez intervenir pour prolonger... Je vais me permettre de rebondir sur ce qu'ont dit nos amis, en particulier Raymond Soubi, mais ça rejoint ce qu'a dit François Lavondès. Les réformes qui passent, ce sont les réformes qui sont gagnant-gagnant, dans lesquelles il n'y a pas de perdant évident, en tout cas dans la durée. Les réformes qui ont plus de mal à passer, ce sont celles qui sont dans lesquelles il y a des gagnants et des perdants, parce que dans ce cas-là, il faut organiser des systèmes d'indemnisation des perdants par les gagnants. C'est très compliqué du point de vue politique et du point de vue économique et social. Il me semble que ce dont on discute, la mensualisation et le SMIC, et en particulier la mensualisation, c'est une réforme gagnant-gagnant. Je voudrais dire en deux mots pourquoi. Parce qu'au premier abord, on peut avoir le sentiment que ça représente un coût pour les entreprises par rapport au système d'avant. Puisque les entreprises vont couvrir un certain nombre d'indemnisations qu'elles ne couvraient pas avant en faveur de ceux qui deviennent mensualisés, couverture maladie, couverture assurance du travail, prime d'ancienneté, etc. Et il y a eu, j'ai relu pour l'exercice un papier qui a été publié en 1972 dans Économie statistique, la revue de l'INSEE, par une statisticienne qui essayait de chiffrer le coût pour les entreprises. Alors,
approximative, parce que ça dépend des branches, des entreprises, etc., elle disait 4 à 5% de la masse salariale maximum. Mais en contrepartie, c'est aussi, il y a des avantages, des économies de gestion pour les entreprises, du point de vue de la comptabilité, etc. Je pense qu'il y a aussi des avantages pour tout le monde en termes de climat social. Ça, c'est très difficile à chiffrer. Avant la mensualisation, il y avait quand même une différence relativement nette, sociologique, économique, entre les ouvriers et les autres employés. Puisqu'il y avait ces deux modes de rémunération complètement différents. Et ça accentuait, au fond, je dirais, ce découpage, j'allais dire, social, qui existe de toute façon. Et là, au moins, avec la mensualisation, on a, en quelque sorte, fait converger les modes de rémunération, ce qui fait que ce clivage-là, d'autres clivages subsistent, bien sûr, entre les ouvriers et les autres. Mais ce clivage-là, au moins, on l'a supprimé. Et donc, je termine en disant qu'il y avait aussi un autre avantage dont je n'ai pas parlé pour les entreprises, derrière le coût apparent de l'augmentation le coût social pour les entreprises. La contrepartie, c'est le revenu augmenté pour les ménages, pour ceux qui ont bénéficié, si je puis dire, de la mensualisation. Et dans la mesure où la mensualisation a surtout profité, je dirais, à des bas revenus, les revenus additionnels ont été consommés plus qu'épargnés. Quand vous êtes au niveau du SMIC ou proche du SMIC et vous avez un supplément de revenus parce que vous passez d'un statut d'horaire à un statut mensualisé, j'imagine, je n'ai pas fait l'étude, mais que l'essentiel est parti dans la consommation. On retrouve l'argument fordiste qui consiste à dire, finalement, les entreprises, certes, engagent des coûts supplémentaires, mais elles s'y retrouvent aussi en partie par l'afflux de demandes additionnelles qui leur revient, le flux de retour. Voilà ce que je voulais dire. Oui, je voudrais peut-être ajouter quelque chose qui va exactement dans le même sens. Cette loi où ces deux mesures sont importantes parce que c'est probablement une des dernières fois où on accorde des droits collectifs, où tout le monde est concerné. Et après, on va rentrer dans une logique qui est davantage une logique de fluidité ou une logique de compensation. Même les lois Auroux du début des années 1980, il y a la possibilité d'accords dérogatoires. Là, c'est tout le monde et en même temps, et ça rapproche en fait, ce sont des mesures de cohésion sociale dans une période où on en manquait, où il y avait de la conflictualité. Donc il s'agissait un peu de remettre du collectif avec ces deux mesures. Oui, et justement dans cette... Oui, Monsieur Soubi, allez-y. Oui, ce que je voulais dire par rapport à ce qui vient d'être là déclaré, c'est qu'il y a un changement entre cette époque et notre époque, s'agissant des accords. Aujourd'hui, toute la politique sociale, depuis 10 ans, 15 ans, a conduit à développer la négociation d'entreprise. Soit que les accords d'entreprise se substituent à des accords de branche ou des accords interprofessionnels, soit même qu'elles se substituent à des dispositions légales. Autrement dit, toute la politique sociale s'est focalisée sur l'entreprise, sur les droits des travailleurs dans l'entreprise et sur les progrès sociaux à travers les accords d'entreprise. Alors qu'à cette époque-là, c'était des mesures générales, et dans lesquelles, au fond, il y avait des accords, voir ce qui s'est passé sur la mensualisation, mais pas au niveau des entreprises. Vraiment, ce n'était pas au niveau des entreprises que se passait l'évolution. Et là, je crois qu'on a vraiment basculé d'époque. Il y a un point aussi que je voulais dire, c'est que s'agissant du SMIC, la réforme importante a été naturellement l'intégration dans le SMIC, ce qui explique le SMIC, d'une partie des gains de pouvoir d'achat. Et les discussions qui ont eu lieu à propos de cette mesure, c'est quelle partie ? Quelle partie ? Il y avait des opinions différentes là-dessus. Alors 100%, c'était difficile. Mais si c'était moins de 100%, de combien c'était donc ? Les discussions ont porté là-dessus. Et enfin, mon dernier souvenir, s'agissant des partenaires sociaux, moi j'ai vécu plusieurs réunions qui ont eu lieu au ministère du Travail, dans la salle des accords dits de Grenelle, là où on conclut... Pas d'accord de Grenelle, il y a un constat de Grenelle. Oui, mais la salle s'appelle toujours... D'ailleurs, il y a une plaque. Cher François, il y a une plaque salle des accords de Grenelle. Sans blague. Eh oui, si. Mais c'est une grave erreur.
Voilà, c'était un constat, des accords de Grenelle. Et donc, les gains de pouvoir d'achat, c'était quelque chose quand même de très important. Et pour avoir donc participé à des réunions avec les syndicats sur ce sujet du SMIC, il se trouve, mais c'est un hasard, que c'est moi qui ai tenu la plume finale, modeste, le tâcheron, sur la loi sur le SMIC. C'est votre serviteur qui l'a, sur ordre, il essaie de mettre son point de vue, mais enfin c'est sur ordre, rédigé. Bon. Et tout ça a été resoumis aux partenaires sociaux. Et qui, ça rejoint notre point de tout à l'heure, dans un accord total. Il n'y avait pas... Autrement dit, toutes ces réformes étaient dans un monde consensuel. Gagnant-gagnant, ce que j'ai appelé gagnant-gagnant. Et M. Lavondès, ces négociations, justement, vous avez pu les suivre également, est-ce qu'elles étaient si consensuelles et comment elles se calibraient? S'agissant du SMIC, d'une manière générale, le rôle d'un conseiller à l'Élysée, il s'arrête le jour où l'affaire passe en Conseil des ministres. Et après, si je puis dire, il regarde ce qui se passe. Mais enfin, c'est plus véritablement ses oignons, c'est l'affaire du ministre. Allons donc. Et M. Pompidou était extrêmement soucieux que les ministres fassent leur métier. Moi, j'ai souvent entendu dire, c'est l'affaire de monsieur X ou Y, ministre de ceci ou de cela. Pour en revenir à la mensualisation, je crois, ce qui personnellement m'a beaucoup frappé, c'est que M. Pompidou parlait de la mensualisation avec émotion. Ce n'était pas toujours son cas. Pour lui, c'était une affaire de transformation de la condition ouvrière. C'était vraiment une affaire fondamentale. Il y a des phrases de M. Pompidou dans lesquelles on relève que la mensualisation, c'est une question de dignité, c'est une question de transformation de la condition ouvrière. C'est un sujet dont il parle avec émotion. Et il va jusqu'à dire, j'ai trouvé ça dans une réponse du président de la République à M. Ferniaud à l'occasion d'une conférence de presse, il va jusqu'à dire que pour lui, la mensualisation, c'est une réforme fondamentale, extrêmement importante, et il la compare curieusement à l'accord sur les congés payés en 1936, en disant c'est quelque chose qui véritablement transforme la condition, de la même manière qu'avoir la possibilité de ne pas travailler toute l'année et d'avoir des congés, de la même manière cet alignement des salaires des travailleurs horaires sur les travailleurs mensuels, c'est une réforme fondamentale. Monsieur de Boissieu, oui. Si vous permettez, parce que ça rejoint ce que j'avais dit en disant aussi une manière de, non pas gommer, mais réduire un peu les différences entre ouvriers et non-ouvriers. C'est une mesure de protection sociale, en particulier pour faciliter... Au fond, ça a des conséquences aussi sur le climat dans l'entreprise, cette affaire-là, sur le climat social dans l'entreprise. Le président Sérac, qui à l'époque n'était pas encore le président du CNPF, c'était encore Huvelin, parlait des cols bleus et des cols blancs. Les cols blancs qui sont les employés, qui sont mensualisés, et les cols bleus qui sont les ouvriers. Et la mensualisation, ça hisse le col bleu au niveau du col blanc en ce qui concerne tout un tas de questions de rémunération, de règles. Au fond, ça lui applique la totalité du droit du travail dans les mêmes conditions aux gens qui sont précisément mensualisés. Et M. Pompidou insiste sur le fait que c'est une transformation fondamentale de la condition de l'ouvrier. Et ça rejoint tout un processus. Des sociologues vont parler, à partir du milieu des années 1960, de la nouvelle classe ouvrière, y compris des sociologues d'inspiration marxiste, de la nouvelle classe ouvrière, c'est-à-dire ils constatent
une intégration de ces catégories ouvrières aux classes moyennes, qui commencent même dans leurs habitudes sociales à vivre comme des classes moyennes, à consommer comme des classes moyennes. Donc on était dans ce processus. Les malheurs du Parti communiste viennent de cette disparition de la classe ouvrière. Il y a un point sur lequel je ne suis pas documenté, donc quand je ne sais pas, je le dis, mais qui aurait peut-être été intéressant pour le débat, c'est de faire des comparaisons entre la France et d'autres pays européens sur ces questions. Alors, je n'ai pas eu le temps de faire cette enquête. Est-ce que sur ces problèmes au fond, de nouvelles protections données à une partie importante des salariés, est-ce que la France a été en avance, en retard? Je ne sais pas, peut-être Frédéric tel élément. Mais avant de terminer ce point-là, j'ai eu à connaître, moi, en tant qu'économiste, un autre aspect qui paraît plus technique des conséquences de la mensualisation qui concerne les conséquences monétaires. Pourquoi? Je vais essayer de me faire comprendre de la façon suivante. Si vous êtes payé tous les 15 jours, comme l'étaient souvent des salariés qui étaient au salaire horaire, ils avaient un acompte au bout de 15 jours et puis ils avaient le complément à la fin du mois. Payé tous les 15 jours. Supposez que vous dépensiez 1/15 de vos revenus par jour. Bon, ça veut dire qu'en moyenne, vous gardez votre monnaie par devers vous la moitié de 15 jours, c'est-à-dire une semaine. Gardez une semaine. Si vous passez au mois et que vous dépensez 1/30 par mois, vous gardez vos encaisses monétaires en moyenne 15 jours. Ça veut dire qu'avec la mensualisation, le passage à paiement, par exemple, quinzomadaire, tous les 15 jours à un paiement mensuel, ça fait que la monnaie reste plus longtemps dans les encaisses individuelles, c'est-à-dire la vitesse de circulation de la monnaie baisse dans l'économie. Et la question dont j'ai eu à connaître 71-72, je travaillais sur ces problèmes de vitesse de circulation de la monnaie en France, c'est que la question qui s'est posée à la Banque de France, c'est est-ce qu'il fallait à ce moment-là, pour gérer du point de vue monétaire les conséquences de la mensualisation, faire une politique monétaire un peu plus souple, pour compenser par la création monétaire ce qu'on risquait de perdre du fait du ralentissement de la vitesse. Je ne me souviens plus des mesures. C'est une question qui s'est posée à la Banque de France très concrètement. Et je pense que la Banque de France a eu raison de dire, bon, il y a un effet monétaire, en tout cas à court terme, qui se dissout dans la durée, mais nous, Banque centrale, et à l'époque, la Banque de France faisait encore la politique monétaire de la France, nous ne compenserons pas par une politique monétaire plus souple les effets de la mensualisation. Je voulais évoquer ce point-là parce qu'à ma connaissance, il est peu traité. Oui, tout à fait. Et je voulais juste prendre un tout petit peu de champ, mais pour parler politique, donc politique économique, industrielle, politique sociale, si on reprend un petit peu en amont, la politique sociale, Georges Pompidou, Premier ministre, et maintenant Président de la République, donc comment ça s'inscrit? Est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce qu'il y a une réponse aussi à un électorat gaulliste de l'époque, hein? Donc on parlait effectivement de l'émergence, massification des classes moyennes par rapport à la classe ouvrière. Donc là, il y a quelque chose qui se noue. Et ensuite, on est quand même dans le cas du 6e plan. Hein? Donc on a est-ce que Georges Pompidou ne cherche pas à apaiser un peu aussi les esprits, à créer un consensus parmi le salariat, etc., pour avoir une dynamique, si vous voulez, une convergence entre l'action du patronat dans cette politique industrielle et voilà, un monde salarié qui serait davantage en phase ou qui se sentirait participant en fait de cette dynamique. Est-ce que vous avez un petit peu d'éclairage, M. Souguet? Georges Pompidou, comme toutes les personnes de cette époque, ont été quand même très frappées, dans tous les sens du mot, par les événements de mai 68. Oui. Bon, c'était quand même une quasi-révolution, au minimum une révolte et une quasi-révolution. Et donc l'idée, c'était quand même plus jamais ça. Oui. Or 68, c'était quand même tout récent, c'était presque hier pour les gouvernants de l'époque. Et donc il s'est beaucoup attelé à ce que, dans ce domaine, les mesures soient des mesures consensuelles, comme on le disait tout à l'heure. Et en effet, c'était des mesures consensuelles. D'autres mesures qui ont été prises, qui avaient plutôt une origine Premier ministre, pour dire la vérité dans son discours, mais qui avaient eu l'accord du président et le soutien du président, c'était la mesure sur la formation, qui venait essentiellement de Jacques Delors, pour dire la vérité, c'était lui à l'origine, qui a été le premier accord sur la formation professionnelle, grand accord, qui a été transformé en loi par le gouvernement,
et qui a mis en place, ce qui était le plus important, les dispositifs financiers. Ça aussi, ça a été fait, ça a été conçu, et ça a été fait dans cette époque. Donc, en matière sociale, les mesures qui ont été prises, comme je disais tout à l'heure, c'était des mesures positives, parce qu'elles ne pouvaient pas être négatives, parce que les gens en avaient besoin, et parce qu'au fond, une partie de ces mesures rejoignait le président de la République dans « je vais améliorer la condition ouvrière, je vais améliorer la condition des salariés », et le côté, comment dirais-je, plus systémique et lyrique du Premier ministre avec sa nouvelle société. Oui, on peut dire que sur ce plan-là, il y avait une certaine harmonie, une il y avait convergence quant de au vues. résultat, Quant au résultat. pas quant à la présentation, Oui. pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure, mais quant au résultat, une certaine convergence. Je rejoins ce qu'a dit au début Frédéric. C'est plus facile de faire des réformes quand on a de la croissance que quand on n'en a pas. Et je pense donc que tu as rappelé au début le fait qu'on avait encore de la croissance avant que cette croissance soit cassée, il faut bien le dire, par les deux chocs pétroliers et par d'autres raisons, y compris les raisons de système monétaire international que tu rappelais. Mais quand vous avez encore 4, 5, 6% de croissance, c'est plus facile de faire des réformes où tout le monde s'y retrouve, c'est ce que vient de dire Raymond, que quand on est proche de zéro. Je rappelle quand même que on est censé ouvrir le débat et la réforme des retraites en France. On est fin 2022, dans le contexte 2023, où la croissance française va probablement être proche de zéro. Oui. Bon, là, vous allez voir quand même, les réformes ne seront pas gagnant-gagnant. Dans un contexte où il y a plus de croissance ou pas assez de croissance, on passe très vite à des réformes où vous avez des gagnants, des perdants, et très difficile, je l'ai dit, d'organiser des systèmes de compensation. Ça existe. Voilà. Quand il y a de la croissance, il y a un gâteau qui augmente un peu chaque année et on peut faire prélever une petite part pour les uns ou pour les autres. Quand il n'y a plus de croissance, il s'agit de redistribuer les parts en essayant d'en donner une part un peu plus grande à ceux qui en ont vraiment besoin, mais ce qui implique nécessairement que ce que l'on donne en plus aux uns, on le prend en moins aux autres. C'est un jeu à somme nulle, comme on dit. Et évidemment, faire des réformes en temps de croissance, c'est plus facile. Il ne faut pas oublier quand même que cette croissance, elle est le fruit d'une politique. Moi, j'ai été extrêmement frappé quand nos bons amis de gauche sont arrivés au pouvoir avec M. Mitterrand. J'ai entendu l'un d'eux, qui n'était pas d'un niveau très bas, dire de toute manière, on n'a pas de problème, la France fait systématiquement un point de croissance de plus que ses voisins. Ben oui. Mais ce point de croissance de plus, il était dû à une certaine politique. Et si on faisait une autre politique, bien le point de croissance, il disparaissait, ou même éventuellement, il devenait négatif. C'est le cas, à cette époque-là, où on parlait de comparaison, au Royaume-uni. Et à cet égard-là, les 2 premières années mitterrandiennes ont été une catastrophe. Et moi, j'étais secrétaire général du Conseil économique et social à l'époque, et j'étais en contact encore assez étroit avec Jacques Delors, qui pleurait toutes les larmes de son corps dans ces deux années qui ont précédé la rigueur de 83, qui était complètement désespéré. Et effectivement, à ce moment-là, le point de croissance de plus, il a totalement disparu. Oui, je pense que si on essaie de conclure, c'est de décrire effectivement une politique. Vous avez rebondi là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement un contexte qui favorise, mais Georges Pompidou, on dirait qu'il anticipe sur beaucoup de points, il ne profite pas du fait qu'il est seulement dans une période de croissance. Il n'y a jamais ce sentiment qu'on est dans l'acquis. On a toujours l'impression qu'il y a la volonté de faire plus ou de profiter de la situation pour avoir une politique systémique d'une certaine façon, économique, industrielle. Alors, je voudrais qu'en conclusion, qu'on puisse finir un petit peu sur ce rôle de Georges Pompidou, comment s'est inséré ces 2 volets dans cette politique sociale, mais qu'aussi une politique industrielle, une politique économique, comment un petit peu on peut résumer un peu
la situation, éventuellement, voire en filigrane, parce que comparaison n'est pas raison. Effectivement, la situation n'est pas du tout la même qu'à l'époque, mais en même temps, est-ce qu'on peut se satisfaire, comme vous le dites, simplement d'une vision où on dirait, voilà, le contexte était favorable, on pouvait le faire, après on ne l'a pas fait. Voilà, donc c'est, je ne sais pas, monsieur Soubi. Sur la dernière partie de votre question, les leçons qu'on peut en tirer pour aujourd'hui, c'est toujours difficile de tirer des leçons de moments quand même assez anciens pour la période actuelle. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que s'agissant des réformes, les réformes concrètes, je veux dire par là, qui parlent aux gens, qui comprennent, les gens, que c'est pour eux, qui voient en quoi ça les concerne et en quoi ça améliore leur situation, ça vaut toutes les réformes, j'allais dire, structurelles et intellectuelles, dans lesquelles les experts se débattent avec délices, mais qui finalement ne sont pas comprises. Elles ne sont pas comprises parce qu'elles sont trop complexes. Et au fond, moi je trouve l'une des grandes leçons de Georges Pompidou, c'est que dans son expression, il était simple. Dans son ambition, il était fort, mais dans son expression, il était simple. Donc les gens pouvaient comprendre en quoi les mesures qu'il préconisait pouvaient les toucher et les concerner eux. Et ça, je crois que c'est très important. Et puis deuxièmement, il était très conscient des conditions, et on revient au thème de la croissance, il était très conscient des conditions qui étaient nécessaires, qui devaient être préexistantes aux réformes qu'il imposait. Et enfin, s'agissant de ses rapports avec les partenaires sociaux, mais François Labondesse serait beaucoup plus éloquent que moi, il leur faisait confiance jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'il se rendait compte qu'au fond, il n'apportait pas grand-chose au dessin dont je viens de parler. Mais il ne rompait jamais les relations avec eux. Il avait toujours des relations avec eux. Et je crois me souvenir qu'il avait beaucoup défendu, notamment dans le secteur public, la mesure très importante qui concernait à fixer les salaires par des négociations dans les entreprises. Ce qu'on a appelé les contrats de progrès qui était mené et conduit par Jacques Delors dans la pratique, mais que, je crois me souvenir, Georges Pompidou avait défendu. Oui, il faudra un jour parler de cette question des contrats, qui effectivement a démarré bien avant que Jacques Delors ne leur donne une extension plus grande. On a parlé in limine de l'aspect de la situation économique de l'époque. On n'a pas dit un mot de ce qu'était la situation syndicale. Et on a eu tort. Je rappelle qu'à l'époque, on a affaire à une CGT qui est dominante. Elle est dominante partout. La CGT, c'est 41% des représentants CGT dans les comités d'entreprise. La CFDT, elle est à 18% derrière. Et la CFDT, c'est une CFDT gauchisante. Quand on rencontre Janson, Descamps, il vous explique qu'ils ont deux ennemis qui portent le même prénom, et que l'un c'est Georges Marchais et l'autre Georges Pompidou. Et on est dans une situation dans laquelle il est extrêmement difficile de parler avec les syndicats. D'autant plus que... alors la CFDT, elle est très gauchisante et très difficile. On ne peut pas avoir de rapport contractuel sérieux avec elle. La CGT, elle est très dominante et elle est à l'époque surdominante dans toutes les entreprises publiques. Et en particulier, on oublie ce qu'était la CGT et EDF. On oublie ce qu'était à l'époque une grève d'EDF. Une grève d'EDF où on était obligé d'entrer dans les centres EDF à coups de bulldozer parce que la CGT s'y opposait. Autrement dit, on a réussi à mener ces réformes dans un contexte syndical dont on oublie qu'il était extrêmement difficile. Donc Frédéric, vous vouliez compléter Oui, alors j'irai dans le même sens. Alors, on a
évoqué depuis le début de cette conversation le droit du travail. Mais on pourrait faire les mêmes remarques sur un autre volet important de l'action sociale de Georges Pompidou, qui est la protection sociale, et qui connaît dans les années 60 et au début des années 1970 une progression non négligeable. C'est par exemple le fait que tous les travailleurs indépendants peuvent bénéficier d'une protection contre la maladie. On l'a un peu oublié, c'est une loi de 1966. Ce sont des actions de revalorisation des retraites à une époque où la pauvreté est encore très synonyme de vieillissement. Les vieux, ce sont les pauvres, et les pauvres, ce sont les vieux, à cette époque-là. De revalorisation des retraites par une loi Boulin, de 1970, des transformations très importantes de l'hôpital. Donc tout ça pour dire qu'il y a quand même un bilan social général, droit du travail, protection sociale, important de la période gaulo-pompidolienne. Complètement d'accord, je vais rajouter 2 points. Il me semble aussi que la période Pompidou, c'est la belle période du plan indicatif à la française. Ce plan indicatif est mort après, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les personnes, qui ont à voir avec les conséquences de l'ouverture de la mondialisation, qui avait d'autres avantages, mais qui a eu l'inconvénient, en quelque sorte, de faire mourir le plan indicatif à la française. Je dis ça parce que je pense que, sous la présidence Pompidou, on l'a bien dit, je crois, il y avait une bonne articulation entre le court terme et le long terme, entre les mesures de court terme et puis le cadre de la planification indicative à la française. Le plan, on ne va pas le réintroduire en France en 2022-2023. Ce qu'il faut réintroduire, c'est le sens du long terme, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et qu'on a besoin aujourd'hui, dans un contexte où il n'y a pas que les marchés financiers qui soient myopes, il y a pas mal de gouvernants qui sont myopes, ça peut aussi exister du côté des chefs d'entreprise. On a besoin de retrouver le sens du long terme, c'est une première leçon que je tire de notre débat. Deuxième élément, je pense, qui caractérise les années Pompidou comme président, c'est une bonne intégration des différents volets de la politique économique. Ça a été dit tout à l'heure, mais il y a une cohérence, une articulation entre la politique sociale et la politique industrielle, par exemple. On a non seulement un peu perdu le sens du long terme, on est dans une approche un peu fragmentée des politiques économiques sectorielles. Le temps et l'espace, c'est comme ça que en quelque sorte, j'accentue et je souligne les différences entre ces années Pompidou et la période actuelle. Écoutez, messieurs, je vous remercie pour tous ces échanges autour de ces 2 mesures phares, mais qui conduisent à beaucoup plus loin que les mesures techniques en elles-mêmes et j'allais dire, leurs conséquences immédiates. Je note en effet cette question, on a un contexte qui était au fond porteur, mais je dirais que le président ne s'est pas laissé porter seulement. C'est-à-dire qu'il a eu la capacité à l'époque de se saisir d'un contexte, à la fois, comme vous l'avez dit, avec force, une politique forte, mais aussi avec une démarche simple, pragmatique, en prenant en compte les réalités. Donc ce qui caractérise bien Georges Pompidou de façon générale, c'est cette capacité à voir, je dirais, de façon systémique. Et comme vous le dites très justement, d'articuler en l'occurrence politique, économique et sociale, et d'imbriquer les temporalités. Et donc, vous le dites aussi, c'est vrai, la mondialisation et, je dirais, les contraintes macroéconomiques et financières ont fait que le court terme est devenu une sorte de, je dirais, d'instruction, ou en tout cas de conséquences, semble-t-il, infaillibles et nécessaires des logiques financières, et qui dicteraient ces choix, effectivement, également aux politiques. Mais vous suggérez que, malgré ça, le politique peut encore avoir une place, une capacité d'anticipation, tout en intégrant les paramètres de la mondialisation telle qu'elle est et des règles actuelles du marché. Je me souviens, il y a quelques années, nous avions fait une présentation d'un de nos colloques. D'ailleurs, je renvoie à nos différents colloques publiés depuis une trentaine d'années, plus d'une trentaine de colloques. À l'époque, nous présentions l'avenir au temps de Georges Pompidou. Il y avait eu un colloque il y a quelques années où nous évoquions la prospective. Et Gilles de Margerie était intervenu, nous avait accueillis, et il nous avait dit effectivement
nous prévoyons sur du court terme. Je me permets de répéter ce qu'il disait, c'est qu'il se désolait un petit peu du fait que les choses étaient à ce niveau-là très difficiles à faire évoluer. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie vraiment sincèrement pour votre participation. Monsieur Soubi, Monsieur Lavondès, dont j'ai oublié de dire qu'il était également membre du conseil d'administration de l'Institut Georges Pompidou, Frédéric Tristram et Christian de Boissieu, qui sont également, font partie de l'équipe de l'Institut Georges Pompidou en tant que membre du conseil scientifique. Ben, écoutez, j'espère que nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau sujet en rapport jusqu'ici avec les questions économiques et sociales, mais ça sera peut-être une bonne surprise d'aborder éventuellement d'autres sujets, d'autres thématiques. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.